D'abord un mot sur ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des warnings à faire passer? Disons que je suis carrossier, carrossier du corps si l'on peut dire. Je fais de la traumatologie effectivement à Montpellier. C'est vrai que tous les jours je suis amené à voir en aval donc, la casse du sport. Et c'est vrai aussi que nous essayons, nous dans nos structures aussi, d'aller en amont et d'essayer de préparer le sportif à éviter la casse. Prévenir, ouais. Alors c'est vrai que ce soir, quelque part, je suis admiratif sur ce que je vois, dubitatif aussi dans quelques cas. L'entraînement de l'athlète de haut niveau, toutes ses acquisitions par rapport au milieu extérieur, c'est quelque chose de fabuleux. Mais nous nous penchons aussi sur la génétique. Est-ce qu'on est né pour devenir athlète de haut niveau? Est-ce qu'on peut le devenir en travaillant? Je crois que oui, on peut le dire. Mais hors du commun, là, c'est une expression effectivement qui nous amène aux confins de certaines limites. Tout à l'heure, j'entendais Loïc exposer son exploit. C'est vrai qu'on retrouve un peu certaines des qualités et une philosophie que le yoga essaye d'apporter. Je connais un peu Mayol, je connais bien Pellizzar, ils s'inspirent aussi du yoga dans leur préparation pour faire de l'apnée. Les héros du Grand Bleu. Ouais. C'est vrai que lorsque on descend à 130 mètres et que la fréquence cardiaque oscille aux alentours de 15 à 20 pulsations par minute. C'est le cas. À combien vous êtes, Loïc, quand vous êtes à 137? J'arrive pas à faire le geste parce que la combinaison est trop épaisse. Mais vous n'entendez pas pulser comme le dit Pellizzar et comme le disent Mayol et Pellizzar. Non, mais en gros, on va dire que c'est entre 15 et 20. Et donc, non, mais on est tous entre 40 et 70. Non, on est à 70 plutôt et 80. Ouais, plutôt 60, je parle pour les sportifs de haut niveau. Les athlètes de haut niveau qui font de la compétition ou qui préparent les Jeux Olympiques, ils sont entre 40 et 50. Ouais, nous, on est entre 60 et 80. Voilà, est-ce que chacun peut descendre à 10-15 pulsations oui, avec la force de l'esprit et de l'entraînement? 10-15 pulsations, je ne connais que les apnéistes, quelques apnéistes et les yogis bien sûr. Mais au niveau de l'entraînement dans les sports individuels ou collectifs, on ne retrouve jamais ces fréquences basses là. Et si on parle de nos autres exemples, par exemple Jean-Marc qui n'avait pas des caractéristiques hors du commun, qui s'est lancé dans un programme envahissant, courageux, tout comme vous Maryse, je ne vais pas évidemment courageux, mais il est allé à la recherche de lui-même. Ouais. Et je crois que l'entraînement lui a apporté beaucoup. Hein. En ce qui concerne Maryse, cette notion de féminité qu'elle exposait, j'allais dire par des artifices extérieurs, c'est parfois difficile effectivement quand on voit une femme musclée comme elle peut l'être. On se dit que quelque part il peut y avoir, à travers les enjeux qui sont les siens, oui avec nos bras de mouche, Jean-Luc. Non, avec vos bras de mouche. Oh. C'est vrai que, à un moment donné, on peut dire qu'est-ce qu'elle recherche, où est son identité de femme dans ce qu'elle fait. Et c'est vrai que nous, médecins, nous savons, parce que dans le secret de nos alcôves, de nos cabinets, on voit parfois des choses assez impressionnantes parce que, par exemple, par-delà les enjeux, il y a les dérives aussi. Pour obtenir cette musculature, cette force musculaire, cette esthétique musculaire qui est plus une esthétique d'homme que de femme, on a souvent recours à des hormones, à des prises d'hormones. À la testostérone. C'était votre cas? Tout à l'heure, vous avez jamais pris d'hormones? Ah non, tout à l'heure, Maryse parlait. Du duvet charmant. Tout à l'heure, Maryse parlait de cette pellicule d'eau qui est là sur ses jambes. Ils pratiquent dans leur sport ce qu'ils appellent la sèche, c'est-à-dire qu'avant les compétitions, en prenant des diurétiques, on va faire perdre ces petites centaines de prenez des millilitres diurétiques pour éliminer les pellicules d'eau dont on parlait tout à l'heure dans le reportage. Tout ça c'est parfois mettre entre guillemets la santé de ce corps. Qu'est-ce qu'on risque a essayé de magnifier. Donc ça, ce sont ce que vous appelez les déviances. Donc il y a le traitement hormonal alors là, qui est terrible, la testostérone, donc les hormones mâles. Ce qu'on risque, c'est de voir par exemple chez les hommes qui sont très musclés parfois une gynécomastie, c'est-à-dire une pousse de sein, et chez les femmes au contraire, on voit disparaître ces seins remplacés par des pectoraux. C'est ce que signalent d'ailleurs beaucoup de filles qui font du bodybuilding. Donc l'homme et la femme se rapprochent dans ce cas-là. Voilà, il y a une sorte de rapprochement entre l'homme et la femme, mais ça va plus loin parce que ça peut aller jusqu'à des modifications au niveau des organes sexuels, avec une atrophie. Même sans prise d'hormones? C'est souvent le fait des prises d'hormones. Ouais. Celles qui ne prennent pas d'hormones peuvent se targuer de dire qu'il n'y a pas de modification chez elles. Non, mais il y a quand même des risques qui sont encourus. Oui, il y a des risques. Il y a des risques au niveau musculo-tendineux parce que le muscle se développe, mais le tendon, lui, ne se développe pas. Il y a des risques chez l'enfant en période prépubertaire au niveau de ses cartilages qui ne sont pas encore soudés. Donc il faut commencer à quel âge alors? Il faut commencer pas avant que la croissance soit arrivée? Je crois qu'il faut qu'on commence après la fin de la croissance. Ça, c'est déjà le premier élément. C'est ce qu'a fait notre ami.
Et je crois qu'ensuite, il y a effectivement le côté esthétique chez ce que font nos bodybuilders, et puis le développement de la force et de la puissance par un entraînement qui va vers l'effort maximal. Et ça, je crois que quand c'est fait dans le respect, j'allais dire, de la santé de chacun, parce que chaque individu est différent, je crois que ça peut s'envisager. Christian, comment connaître ses limites? Est-ce qu'il faut écouter son corps, comme on le dit? Moi, je crois qu'il faut écouter son corps, apprendre à le connaître, et si on n'arrive pas à le connaître, je crois aller vers des structures qui vont évaluer notre corps. Donc les médecins du sport, par exemple. Des centres d'évaluation de la condition physique, par exemple, pour ne prendre que le côté physique. Oui, comme on a vu Loïc avec son cardiologue, par exemple. Voilà, par exemple. Ouais. Mais les déterminants de la performance, je crois qu'ils sont de 4 sortes. Il y a le côté physique, physiologique, biologique même, avec des modifications. Tout à l'heure, j'entendais notre maître yogi parler de fluidité du sang. Ensuite, sur le plan technique, il y a des acquisitions techniques que l'entraînement peut apporter. C'est clair, chez Jean-Marc. Ouais. Ensuite, il y a le côté tactique, surtout dans les sports collectifs, mais Bala peut en parler mieux que moi. Ouais. Et puis, il y a le côté mental qui est énorme dans certains sports. En apnée, c'est un côté énorme. Les himalayistes, il y a un côté mental qui est presque 50% de l'effort qui va être fait. Et au niveau du yoga, le côté mental, c'est, j'allais dire, presque 90%. Mais même pour les culturistes, non, je pense. Et chez les culturistes aussi, ce dépassement de soi, c'est quelque chose qui développe ses qualités mentales. Et donc, un tel va magnifier tel type de paramètres, un tel autre jouera plutôt sur un autre type. Christian, on continue un peu plus tard et on va écouter un autre invité qui lui aussi essaye d'acquérir et a réussi à acquérir des capacités physiques hors du commun, mais c'est un autre modèle et une autre méthode. Michel Lolito est présent avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vos performances ne sont pas des performances sportives. Vous êtes pourtant dans le Guinness Book. Vous avez battu un certain nombre de records. Vous êtes le seul homme sur Terre à avoir avalé un avion. Oui, un avion, un Cessna 150. Un Cessna, oui, un avion tout entier. Hein. Tout entier. Avec les gilets de sauvetage, la moquette. Sauf les portières et... Non, pas les banquettes et les vitres. Dans toutes les parties métalliques de l'avion. Voilà, toutes les parties métalliques de l'avion. Mais sans oublier les 18 bicyclettes que j'ai mangées. J'ai mangé un cercueil, il n'y a pas que le métal. Hein. Ouais. J'ai mangé aussi des téléviseurs, j'ai mangé des lits, j'en ai mangé 2. Comment on s'y prend? Prenons l'exemple, ça s'amuse bien ça. Prenons l'exemple de l'avion, par exemple. Vous êtes la seule personne au monde à avoir mangé un avion en entier. Comment on s'y prend pour manger un avion? D'abord, ça a commencé, l'avion, il y a eu une histoire. D'abord, j'ai mangé une bicyclette. Après, je me suis dit, mais il faut que je mange autre chose qu'une bicyclette. Oh, c'est vrai, c'est minable. Oui. Mais comme on a dit, c'est l'esprit de compétition, c'est l'esprit de faire des choses, de faire des exploits. Comme on a vu le monsieur qui soulevait la pierre de 145 kilos, il se disait mais pourquoi j'arrive pas à lever la barre de 150? Et après il a essayé et il a réussi. Non, mais de la même manière que lui soulève une pierre et après il la pose, vous mangez un vélo et ensuite vous le perdez comment? Le vélo, par les voies naturelles. Il le restitue intégralement. Vous le restituez intégralement, vous ne le digérez pas? Non, il y a une partie qui est dissous, il y a 5-6% du métal qui est dissous, comme quand je mange une bicyclette, quand je mangeais une bicyclette parce que j'en mange plus, il y a la peinture est dissous, et pourtant dans la peinture il y a du plomb. Et oui. Et j'ai mangé aussi des téléviseurs. Dans les téléviseurs, même n'importe quel médecin ou spécialiste peut dire que tout est toxique. Ouais. Il y a aussi une histoire de mental et surtout une histoire de volonté. Bon, il y a le moment où on mange et le moment où on va à la selle. D'accord. Oui. Entre les deux, il y a le moment où on a le bazar dans le ventre. Comment vous dormez dans ces cas-là? Alors là, une chose, quand j'ai un estomac qui est rempli de métal. Attends, on a une radio, on va regarder une radio de votre estomac. Vous nous allez nous dire ce qu'il y a dedans. Là, c'est une masse de métal qui est stockée dans l'estomac. Oui. C'est une masse de métal dans l'estomac, il y en a une partie dans le gros intestin. Voilà. Donc ça se balade, ça se promène et ça fait son petit tour, comme vous le disiez tout à l'heure, quoi. 100 mètres de chaîne. Mais la nuit, comment vous faites pour dormir avec tout ça? Quand je suis allongé, quand je suis obligé de toucher mon ventre, et quand je me retourne, je suis obligé de le toucher, parce qu'on ressent le métal, surtout quand je mange des grosses quantités de métal, on le ressent. Alors, je suis obligé de le prendre. Le toucher, pourquoi? Pour déplacer? Pour me déplacer, oui. Il ne faut pas que je fasse de mouvements brusques. Oui. Parce que quand je faisais un exploit comme ça, je mangeais 1 kilo de métal par jour. Mais qu'est-ce qui vous donne envie de faire tout ça? Cette envie, c'est cette envie de compétition. Quelle est l'envie qui donne à Loïc d'aller à 137 mètres? Quelle est l'envie? Mais c'est la même chose. C'est l'envie de... C'est sûr qu'on va bouffer un avion, ça va. Mais c'est son truc. C'est son truc. Il l'a fait, hein. Il l'a fait. C'est ça qui est fabuleux, c'est que le corps, il s'adapte à tout. Ça, c'est fabuleux. Pourquoi vous avez arrêté?
Parce que une chose, il faut savoir s'arrêter dans la vie. J'ai mangé un avion, j'avais tout... J'avais mangé des bicyclettes. Qu'est-ce qu'il me restait? Il fallait pas que je mange... La station Mir Ah non, même pas, non, non, je ne suis pas une poubelle. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, monsieur. Le fer est haché, il est... Non, le fer fait à peu près 5 mm, 1 cm sur 5, tout dépend comment on le découpe. Hein. Mais votre corps le transforme en le digérant? Oui, c'est parce qu'il y a tout un travail, mais le corps prend une partie du métal, ne prend pas tout. Hein. Il ressort pratiquement, sauf que les angles sont arrondis, il n'y a plus d'arête, il n'y a plus rien. Mais ça ressort pareil. L'intestin, ça se balade de partout. On a 8-10 mètres d'intestin dans le ventre. 8 mètres. 8 mètres, il y a des virages. Eh ben oui, il y a les virages. C'est comme une voiture, ça ralentit. Hein. Vous voulez dire quelque chose, vrai? Oui, ce sont des éléments qui sont indigestes, que ce soit le verre ou le métal. Lorsqu'ils arrivent dans l'estomac, en réalité, je sais que les fakirs utilisent pour tapisser, enfin mangent du moins de la mie de pain ou... pour protéger les intestins, l'estomac. Voilà, ou de la purée de pommes de terre. Comment protéger l'estomac? Oui. On peut lui demander comment il s'y prend, lui, peut-être. Oui, une chose, et ça c'est même une chose que quand je mange du métal, ça se fait automatiquement, j'ai un appétit. Vous protégez votre corps. Je mange, c'est mon corps qui le demande. Oui. Alors je mange, au lieu de manger un steak comme tout le monde, je mange 10 steaks. Je mange énormément. Et ça, c'est le corps qui réclame cette nourriture. Mais est-ce que vous encadrez, est-ce que vous protégez votre estomac et vos Je mange intestins? des pâtes, si, je mange énormément de pâtes. C'est ce qu'on appelle quoi? Le bol alimentaire. Voilà. C'est C'est ça, c'est ce que c'est dont vous parliez, quoi. Et ça, protection des organes, quoi. En temps normal, je mange normalement, mais quand je fais ça, c'est le corps qui demande plus de nourriture. Au lieu de manger une poignée de pâtes, je vais en manger une ou deux assiettes. Ouais. Hein, et je vais manger plusieurs choses différentes. Vous êtes déjà blessé? Une fois. J'avais mangé, en une semaine, j'avais mangé une bicyclette. L'autre semaine, ah oui, c'est marrant à dire, mais c'est vrai. Et l'autre semaine, un caddie de supermarché. Ah bah oui. Et j'ai eu une perforation au niveau du côlon. Hein, j'ai perdu énormément de sang. Ouais. Même je suis tombé dans les vapes. Et je me suis réveillé quelques heures après. Même mon corps a réclamé de la nourriture. J'ai demandé à l'hôtel qu'on m'amène une assiette. J'ai mangé la nourriture. Et le lendemain, je ne pouvais pas rester debout. J'avais perdu trop de sang. Mais 8 jours après, ma famille a demandé à mon médecin de venir. Il est venu. On m'a envoyé dans une clinique. On m'a mis du sang. Et tout de suite après, je suis parti à Londres. Voilà, je suis reparti. Est-ce que vous avez des capacités hors du commun? Est-ce que votre corps, qui a été observé par les médecins... Oui, par les médecins, par de nombreux médecins. A des capacités que les autres n'ont pas? Déjà, une chose qu'il y a, c'est au niveau des intestins et de l'estomac. Déjà, les parois sont plus épaisses que la normale. À quel âge vous avez commencé à avaler du métal? J'avais 16 ans, sans faire exprès. J'ai cassé un verre, j'ai mangé ce verre, et je me suis dit, tiens, pour épater la galerie, pour épater mes copains, j'ai mangé d'autres verres, je me suis coupé, et à force de manger, j'ai acquis une technique, et je me suis dit, les verres, c'est lassant, il faut manger autre chose. Je me suis mis à manger les assiettes, les lames de rasoir, et je m'amusais. Peut-être prévenir un peu ceux qui nous regardent, notamment les plus jeunes, que c'est peut-être pas la meilleure manière de toute façon, bien souvent, c'est pas les plus jeunes qui font les bêtises, c'est les adultes. Ah oui, bah alors prévenir les plus vieux, alors même si vous voulez, mais prévenir, quoi, c'est autant possible. Les enfants notamment, hein, qui peuvent nous surtout, regarder. c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Ouais, vous avez l'air malin en disant ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce que certaines personnes qui ont essayé de le faire se sont fait vraiment mal? Oui, il y a eu même des morts. C'est-à-dire que c'est un record, il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de problèmes, que le Guinness Londres et Guinness France et les autres pays, ils ont décidé d'arrêter ce record. Des occlusions, des hémorragies internes. Il y a eu énormément de problèmes. D'accord. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut être conscient. Ça fait 10 ans que vous ne mangez plus de métal. Oui, ça fait Ma 10 ans. dernière question, est-ce que ça vous manque? Non, non, ça ne manque pas. Non. Des applaudissements pour Monsieur Manchetou pendant la même carrière et nous rejoindre. Allez-y, sur place, asseyez-vous. Oui, des applaudissements parce qu'au-delà de la performance technique, au-delà des prédispositions que chacun peut avoir, il y a effectivement eu un travail qui a été fait. On l'a compris, vous avez appris à manger du fer. Oui, oui. Et vous en aviez les capacités. On peut dire que j'avais les capacités de le faire. Est-ce que vous considérez que vous avez eu de la chance de vous en sortir? J'ai eu énormément de chance parce que une chose...
je me suis dit, j'ai fait ça, et je suis toujours là, je suis toujours vivant. Et je suis bien content de moi. Claire, vous êtes donc psychiatre, psychanalyste, médecin du sport également. Quel sens vous donnez-vous à ce genre de record? C'est un record individuel que je respecte tout à fait et qui est merveilleux pour la personne qui le réalise, mais c'est vrai qu'en aucun cas ça peut faire modèle. En aucun cas, les gens ne peuvent prendre à la lettre ce qu'ils voient, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu fascinant de voir un record comme ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'entraînement, c'est pas du tout comme le sport de haut niveau, où il y a tout le phénomène de sélection, toutes les disciplines olympiques, on voit la progression de l'effort, on voit la progression de l'accès au très haut niveau. Tandis que dans les records individuels qu'on nous montre, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit pas toute la progression, on voit la fin, quoi. On voit le moment... Quel sens vous donnez, docteur, au record où on met en danger son propre corps, là, c'est au danger de vie, hein. Par définition, un record, on met toujours en danger, puisqu'on va au-delà de la limite. Et la limite a été très bien décrite par monsieur à propos de la douleur. C'est vrai que le système homéostasique du corps, c'est la douleur qui sert de référence, les sensations qu'on peut supporter, et puis au-delà, c'est la limite de la survie. Donc on va au-delà de la douleur, donc forcément on va au-delà du système de survie et de sécurité du corps. Parce que, on parlait de souffrance tout à l'heure, on parlait de dépasser ses limites. Ça ne veut rien dire dépasser ses limites. Dépasser ce qu'on connaît de soi-même. À propos de l'apnée, il y a quand même une limite. Il peut finir, quoi. Ouais. Il y a, la souffrance, ouais, la souffrance. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens font des choses comme ça à fond? Je pense qu'à un moment donné, et on le voit bien avec la pratique de yogi, c'est que la souffrance, c'est pas de la souffrance. Enfin, je sais pas, tu souffres? Non, je pense que si mon corps souffrait, je ne l'aurais pas fait. Il faut être maso. Monsieur Manchetou a souffert? Non, attendez. Mimi, je suis comme un fou, mais pas marteau, et je ne suis pas maso. Donc vous n'avez jamais souffert? Non, la souffrance, non, c'est quelque chose qu'on élimine. On dit non à la souffrance. On peut pas faire quelque chose de... Je reviens sur la définition que je donne de la douleur ou de la souffrance, c'est-à-dire que c'est l'intégration de la sensation de la nociception. C'est-à-dire que la nociception tout de suite des mots compliqués pour nous mettre de côté, pour nous impressionner. Moi j'ai compris. Vous avez compris. La nociception est le système d'intégration normal de la douleur. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, quand on est comprimé, etc., on a une sensation qu'on appelle nociceptive, comme toutes les sensations de base de proprioceptivité. Et le sport de haut niveau, la pratique physique, musculaire, etc., exalte toutes ces sensations. Donc la nociception aussi, mais c'est vrai que ceux qui pratiquent des records entraînent leur corps à élever le seuil d'intégration de la nociception sous forme de douleur. Vous n'avez pas l'impression de vous dépasser, vous? Moi, par rapport à ça, la souffrance, je pense que le mot n'est pas très bien choisi. Je parlerais plutôt d'adaptation. Quand je vais à 137 mètres, à aucun moment je souffre. Pas parce que mon corps, c'est sûr que mon corps s'est adapté. N'importe qui irait peut-être à 40-50 mètres, il souffrirait. Mais mon corps ne souffre pas à 137 mètres. Et je pense que c'est pas une... Mais est-ce que vous avez souffert pour arriver à ne plus souffrir? Ben non. Voilà, parce que, non, mais enfin, je veux dire non, parce que c'est... Plus on progresse et moins on souffre. Bien ça, sûr. c'est les termes même de l'entraînement, mais ça c'est sûr. Je parlerai plutôt d'adaptation. Et c'est vrai que là, tout ce que j'ai entendu là, le mot d'ordre, c'est adaptation. Et pas seulement dans le sport de haut niveau ou dans l'activité un peu extrême comme ça, le corps s'adapte. Et la souffrance, à ce moment-là, elle prend une signification un peu floue, c'est un peu vague. C'est très subjectif. De l'individu à l'autre, ça varie.